nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette audition organisée par l'AMEX, dans le cadre de ce qu'on appelle le rapport structurant annuel que l'AMEX produit pour éclairer le débat public et qui a choisi il y a désormais plusieurs mois de travailler sur la répartition entre assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire, dans une intuition qui a été confirmée, si j'ose dire, puisque peu de temps après, enfin quelques mois après, le gouvernement lui-même a missionné, j'imagine que vous êtes aussi en contact avec les 4 personnes qui ont été missionnées par le gouvernement pour réfléchir à peu près à un sujet connexe. Et pour lequel il nous apparaît évidemment utile de recueillir la position des organisations syndicales et patronales. C'est la raison pour laquelle la semaine dernière, une table ronde a été organisée avec les organisations syndicales et que aujourd'hui, nous le faisons avec les organisations patronales, puisque pour partie, d'abord, elles sont concernées évidemment au regard de leurs salariés, mais aussi comme acteurs de la vie sociale tout court sur ces éléments. Nous vous avons adressé un questionnaire qui, d'une certaine manière, pourra servir de trame à l'échange que nous avons aujourd'hui. L'objectif est de prendre, sinon le pouls, mais d'avoir la position de principe sur la situation. Est-ce que elle vous apparaît satisfaisante? Est-ce que le statu quo est souhaitable? Quel est le type d'évolution que vous appelez de vos voeux? La dernière fois qu'il y a eu une réflexion collective massive dans le débat public et le rapport du Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie en 2021, 2022, 2021. L'idée, c'est de réexplorer une partie de ces hypothèses et immanquablement, je le dis un peu comme ouverture sur celle des propos, enfin des interventions liminaires que vous allez faire les uns et les autres, avec le focus particulier sur aussi un point qui nous apparaît qu'on va essayer de poser dans le rapport, le sentiment, mais vous nous direz si on se trompe, que 10 ans après la mise en œuvre des dispositions de l'ANI de 2013-2016, enfin, entre l'ANI et sa transposition, d'avoir un peu un retour d'expérience, si j'ose dire. Vous êtes en première ligne comme employeur, alors qu'on a le sentiment que pour un changement aussi massif, il y a eu pas ou peu d'évaluation de cette disposition, et donc c'est aussi intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Voilà, je n'en dis pas plus. La tradition, vous la connaissez dans ce format de table ronde, c'est voilà, sur le sujet, quelle est la position de votre organisation et quelles sont les principales pistes de réflexion ou de proposition que vous mettez sur la table. On commence, allez, par les premiers. Et donc je vous remercie de vous présenter en excusant notre collègue Thibaut Bazin, qui est aussi qui est rapporteur du PLFSS, qui nous rejoindra dans quelques instants. Ouais. Je vous remercie, messieurs les députés. Donc Nicolas Bondonneau, donc je suis directeur de la protection sociale à l'UMM. Et je tiens à préciser, au titre de mes différents mandats, que je ne m'exprime pas ici en tant que vice-président de la CNAM, mais bien qu'en représentant du MEDEF, au titre de la commission de la réforme de la protection sociale. Je dois vous dire, monsieur les députés, qu'on attend beaucoup effectivement cette mission. Après, vous nous excuserez du propos, ce qu'on considère être des années d'errance sur le sujet de l'articulation entre l'AMO et l'AMC, de par son manque de cohérence, qui ne nous semble pas répondre aux enjeux majeurs de maîtrise des dépenses de santé, qui est, je dirais, la pierre de touche et l'objectif primordial du MEDEF. Donc moi et mes collègues allons nous répondre, tout du moins essayer de répondre à l'exhaustivité de vos questions. On vous enverra bien sûr le questionnaire, mais avant de prendre point par point, on souhaitait faire un propos liminaire et mettre en exergue 3 sujets qui nous semblent fondamentaux. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est que le MEDEF considère que la priorité doit être à la maîtrise des dépenses de santé et non au simple déplacement des charges entre financeurs. Or, le constat que fait le MEDEF depuis de nombreuses années, c'est que l'État, confronté à un déficit de plus en plus important de l'AMO, se contente année après année,
avec un défaut de concertation patent, de transférer aux AMC des charges de plus en plus importantes, ce qui facialement améliore l'équilibre, ou en tout cas réduit le déficit de l'assurance maladie, mais ne dit rien et ne fait rien sur l'ensemble des maîtrises des dépenses de santé. Or, le constat que l'on fait, messieurs les députés, c'est qu'on est malheureusement confronté à une dérive structurelle de ces dépenses de santé, sous-tendue par une vision qu'on peut comprendre de progrès social infini, mais que le MEDEF considère irresponsable dès lors que l'on doit assumer que le progrès social a un coût et que ce coût doit être maîtrisé. À cet égard, force est de constater que l'AMC, donc l'assurance maladie complémentaire, de par les normes qui leur sont applicables au titre de solvabilité 2 et autres réglementations, assure par définition l'équilibre financier de leur compte, ce qui est loin d'être le cas de l'assurance maladie. Vous connaissez les chiffres, j'en donnerai un seul. On est post-Covid à plus de 87 milliards de déficit pour l'assurance maladie cumulée. On est par essence sur des structures d'assurance maladie complémentaire qui sont équilibrées. Le deuxième point sur lequel je souhaitais insister, c'est que le modèle AMO-AMC est pour nous un atout dès lors qu'il respecte des principes fondamentaux que sont celui du respect du dialogue social, qui doit conduire à une adaptation de cette couverture qui soit conforme aux décisions des partenaires sociaux des branches et des entreprises dans la recherche du juste équilibre entre le progrès social et la soutenabilité financière. Or, force est de constater que depuis de nombreuses années, avec la multiplication des contraintes, et notamment on reparlera du contrat responsable, on assiste à une deuxième dérive pour nous fondamentale, c'est qu'on est passé d'un modèle que je vais qualifier d'originel, où l'AMO assurait la protection de base et l'AMC la protection complémentaire, à un système de plus en plus rigide, je dirais parfois incompréhensible dans les prestations qui sont prises en charge par le contrat responsable, qui amène finalement à gommer la distinction entre l'AMO et l'AMC et qui aboutit de manière rampante à remettre en cause les attributions des partenaires sociaux, qu'ils soient les organisations professionnelles patronales ou les organisations salariales. On est là dans une autre dérive que l'on dénonce de manière très forte. L'État se complaît dans une posture d'État tout-puissant, niant les pouvoirs et les attributions des partenaires sociaux, et c'est là pour nous une dérive qui est inacceptable, inefficace, et qui conduit in fine à accroître les dépenses de santé de manière irresponsable. Le troisième message, messieurs les députés, c'est qu'il est, et je pense qu'on se rejoint là-dessus, une évidence que le système ne peut pas rester en l'état. Et c'est à ce titre que l'on vous remercie une fois de plus de nous recevoir ce matin, et qu'il est notamment nécessaire de clarifier et d'organiser les relations entre l'AMO, l'AMC et l'État pour mieux piloter le système et conduire une fois pour toutes, à une maîtrise des dépenses de santé responsable. Cela passe par une règle simple. Il faut instituer sans délai une règle selon laquelle aucun transfert significatif entre AMO et AMC ne devrait intervenir sans étude d'impact préalable, concertation et trajectoire pluriannuelle. Je vous le dis de manière solennelle, messieurs les députés, la manière dont traite l'État, dont les partenaires sociaux sont traités par l'État est à la fois irrespectueux et irresponsable. Et je vous le dis de manière très ferme. Il faut par ailleurs, comme cela a été parfois, institutionnaliser un espace permanent de dialogue entre l'État, l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires, afin de traiter dans la durée les sujets structurants pour notre système de santé. Cette meilleure articulation au plan institutionnel doit être déclinée de manière opérationnelle dans tous les domaines. Meilleure articulation entre AMO et AMC pour les échanges de données qui doivent permettre une meilleure pertinence des soins, une lutte contre la fraude plus efficace, la mise en place de mesures conjointes innovantes, notamment en termes de prévention, de manière à ce que l'on soit traité d'égal à égal et non pas comme de simples variables d'ajustement à l'irresponsabilité du pouvoir politique. Voilà mon propos préliminaire et je vous remercie d'ores et déjà pour votre attention. Dans le même format qui prend la suite, Monsieur Grégoire. Pardon.
Ça, c'est le problème du MEDEF, ils prennent tout l'espace. Hein. Je plaisante, bien sûr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Messieurs les députés, merci de nous accueillir à cette audition. Donc, je suis Thierry Grégoire, je suis vice-président à la CPME en charge des fédérations professionnelles et des groupes de protection sociale. J'ai été également pendant 10 ans administrateur de plusieurs groupes de protection sociale, président d'un dispositif mutualisé de branche qui est le secteur de l'hôtellerie, café, restaurant. Alors moi, j'ai pas forcément de propos liminaires. Je vous cache pas qu'on a des auditions, on en a fait beaucoup. Et je pense que ce matin, on est plutôt dans une logique, sans rentrer dans la technique. D'ailleurs, en complément de mes propos, on a déjà répondu à votre trame que vous nous avez communiqué, donc on vous nourrira avant demain avec différentes annexes et beaucoup d'exemples concrets aussi, puisqu'on parle beaucoup dans ces auditions, on remet en cause beaucoup les sujets de prévention, santé, prévention. Nous, ce qu'on voulait dire à la CPME en un premier temps, c'est que la démocratie sociale, sur la partie AMC, joue son rôle dans ce qu'on appelle la gestion paritaire. Aujourd'hui, la France, elle a la chance d'avoir un dispositif assez exceptionnel entre l'AMO et l'AMC, l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie complémentaire, notamment parce que c'est le reste à charge le plus faible de tous les pays du monde entier. Et donc, on peut se féliciter d'avoir un système, même s'il est critiquable, et j'y viendrai après, même s'il est améliorable, et je pense que c'est là le sujet pour nous, c'est d'améliorer le dispositif, c'est pas de réinventer un nouveau dispositif, et notre ligne rouge à la CPME, on n'en aura qu'une seule, c'est la grande sécurité sociale. Pensons aujourd'hui que la grande sécu, c'est un saut dans le vide sans parachute, et il y a plein aujourd'hui d'exemples et d'experts, quelle que soit leur sensibilité politique, qui le démontrent, et qu'on a des choses qui fonctionnent bien. Et en revanche, où l'on n'est pas très bon, nous, la démocratie sociale, c'est de faire la promotion de ce qui se fonctionne bien. Et nous avons aujourd'hui, entre l'AMO et l'AMC, un vrai sujet de coordination, de copilotage de ces deux dispositifs, qui ne se parlent pas assez. Et on voit bien que, notamment dans l'assurance maladie obligatoire, on y est présent, on a une représentation, mais très souvent, on n'a pas voix au chapitre. Et je pense que c'est là le degré d'amélioration, il est là. C'est d'abord faire, au sein de ces organismes-là, piloter la gouvernance. La gouvernance, c'est de la politique, avant de faire de la technique et de l'amélioration du système. Et donc ça, c'est notre premier point. Sur les comptes de l'État, Nicolas Bondonneau l'a dit, il faut être très honnête, on ne boxe pas du tout dans la même catégorie entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. J'en veux pour preuve, si vous prenez le champ paritaire des groupes de protection sociale, on est astreint à déficit zéro, à couvrir nos risques. Et donc ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, je peux vous dire, pour avoir siégé pendant très longtemps dans des groupes de protection sociale, alors, il y a des tailles différentes de groupes. Il y a des groupes plus ou moins importants, des institutions de prévention qui sont plus petites les unes que les autres. Et donc, ça veut dire être soucieux à chaque fois, parce que de nourrir les fonds propres, parce qu'il y a des règles qui sont là, et qu'à chaque fois que les fonds propres sont en deçà de la réglementation, c'est soit vous avez des groupes qui s'arriment à d'autres groupes pour justement répondre à la réglementation, ou soit à un moment donné, ces groupes-là sont obligés de augmenter leur niveau de cotisation. Et pourquoi je dis qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, c'est... Moi, je ne suis pas par principe, c'est pas de critiquer l'État. L'État, en fait, c'est nous, les Français. C'est vous, la représentation nationale. C'est notre argent. C'est juste que cet argent, on parle beaucoup de recettes, mais ce serait bien qu'on parle aussi d'économie, et en tout cas d'économie, de meilleur fléchage. J'en veux pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le régime des assurances maladies complémentaires, dans les groupes de protection sociale, la prévention, c'est un vrai sujet. J'y viendrai tout à l'heure, je vous détaillerai différents exemples. Vous avez aujourd'hui 71 branches professionnelles qui ont mis en place des dispositifs d'action sociale, de DES, comme on l'appelle, de haut degré de solidarité, au service de la prévention. C'est aussi l'économie, l'argent étant précieux, la réduction des déficits passera aussi par la prévention. Comment on amène l'ensemble des salariés et des entrepreneurs de ce pays à rentrer dans des dispositifs de prévention. Et je pense que là, on a un vrai travail à faire. On est critiquable, mais je peux vous dire qu'on est capable aussi de vous mettre sur la table tout ce qui fonctionne. Et vous avez aujourd'hui 10 millions de salariés qui sont couverts par ces degrés de solidarité, ce qui est à peu près 47%, à peu près la moitié de l'ensemble des salariés. Je parle du privé, je ne parle pas du public, hein, bien évidemment. Donc nous, aujourd'hui,
notre position, et à l'avenir, comme on rentre dans un champ politique, ça ne vous a pas échappé d'une année où on va rentrer dans une période électorale, c'est pas faire réinventer ce qui n'existera jamais, c'est aussi se poser les uns les autres, quelles que soient ses sensibilités, sur se dire ce système-là, il doit s'améliorer. La santé, c'est quelque chose de précieux. Mais l'argent des entreprises, qui contribuent beaucoup au dispositif, et c'est aussi l'argent des salariés, doit être mieux utilisé. Et l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, on a dans les deux gouvernances, il faut qu'à un moment donné, notamment dans la haute fonction publique, ceux qui gèrent la DSS, on n'est pas très souvent écoutés, pour être très honnête, qu'on ait une meilleure répartition des rôles et qu'on se coordonne. Personne n'est là pour prendre le travail des uns et des autres, mais on est là aussi pour améliorer la transparence, améliorer le partage des données, notamment aussi améliorer la liberté de négociation et d'innovation, responsabiliser les acteurs du système et au service d'une évolution comportementale. C'est ça nos objectifs. Et donc, c'est pas de réinventer quelque chose comme la grande sécu. Je vous dis, pour nous, c'est un marqueur rouge. C'est véritablement, aujourd'hui, on est un tournant, une croisée des chemins. On est en capacité, vraiment en capacité, de faire quelque chose de différent et de plus opérationnel au service des Français. On a le sujet des retraités, qui est un sujet important, mais qui ne peut pas être couvert uniquement par l'entreprise, bien évidemment. On a, je pense, des pistes intéressantes. La loi E20 est en état aujourd'hui, on peut imaginer quelque chose. Mais je pense qu'il faut écouter aussi, regarder ce qu'il fait en termes de bonnes pratiques dans les branches professionnelles et ce qu'ont mis en place les partenaires sociaux. La démocratie sociale, elle n'est pas là uniquement que lorsque les choses vont mal pour mettre du liant dans les relations humaines, comme on l'a vu pendant la période des Gilets jaunes. Elle est là aussi pour, avec vous, contribuer à ce que ce système perdure. Et aussi à éduquer un certain nombre de praticiens, de Français, à savoir ce que coûte la santé. Aujourd'hui, très peu de Français savent ce que coûte la santé. Et que la contribution, elle doit être collective. Certes, peut-être en fonction de ses ressources, mais elle doit être collective. Donc ça, c'est le propos liminaire. Et après, je pense, dans le débat, on viendra dans des choses beaucoup plus concrètes, mais prévention, santé, économie, recettes, il y en a. Franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, mais l'argent devient de plus en plus difficile. Il y a un partage de la valeur aussi à améliorer. Et ça, pour nous, c'est les enjeux importants pour sauvegarder notre système et surtout le réformer de l'intérieur. Et on ne le fera pas sans vous. Et on a besoin de vous, la démocratie sociale, pour pouvoir arriver à ce que ce système AMO-AMC soit plus opérationnel demain. La prévention, c'est une des sources qui permettra de réduire le déficit de ce pays. Et des exemples sont assez nombreux. Voilà. Je m'arrêterai là parce qu'après, nous avons aussi, je pense, dans l'échange, on pourra interagir les uns avec les autres. Mais voilà, en tout cas, nous, notre position à la CPM. Merci. Alors, je vous propose, et ça reprend un peu la trame du questionnaire, mais c'est une sorte de teasing avant de vous lire, parce que vous avez les uns et les autres mentionné l'enjeu du dialogue social et de la démocratie sociale. Alors, il y a un petit paradoxe, ça peut s'appliquer à une partie des familles des organismes complémentaires, mais pas à tous. Donc, comment vous le déclinez, cet enjeu du dialogue social et de la démocratie sociale? On a 3 catégories d'OCAM, les institutions de prévoyance, où là, pour le coup, il est consubstantiel, les mutuelles, enfin, relevant du code de la mutualité, et les entreprises d'assurance. Forcément, c'est pas avec le même niveau d'exigence en termes de dialogue social, ou alors on ne parle pas de la même chose. Voilà. Premier point sur les éléments dans l'état actuel de gouvernance et du rôle que vous avez dans ces différentes instances, quel regard vous portez. Voilà. Merci, monsieur le député. Pour répondre au sujet du dialogue social, alors j'avais indiqué que je ne parlerai pas en tant que vice-président de la CNAM. Je vais quand même vous indiquer qu'il y a un écart que je peux constater, parce que je siège aussi à l'Agirc-Arrco, en tant que membre du bureau de l'Agirc-Arrco. Il y a un écart notable, et je reste poli, entre le poids politique qu'ont les partenaires sociaux à l'Agirc-Arrco et à la CNAM. De manière, je dirais, flagrante. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on y voit un conseil qui, finalement,
voit passer les sujets sans véritable prise de décision, en tout cas très faible. Et on peut considérer qu'il y a quand même un très grand écart entre le poids côté patronal dans le financement du système, puisqu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on parle de partenaires sociaux de financement, on a quand même, à travers les cotisations patronales, une très large part dans le financement de l'assurance maladie obligatoire, et la marge de décision, voire d'influence qu'on peut avoir dans le système. S'agissant maintenant du dialogue social, je pense, monsieur le député, vous avez raison de pointer les différences entre les trois familles. Il faut par contre indiquer que tout cela s'annule au niveau des branches et des entreprises. Je vais vous illustrer par un exemple ce qui se passe, si mes collègues du MEDEF le permettent, au niveau de l'UMM. Il se trouve que je préside le régime de branche de la métallurgie en matière de santé et prévoyance. Donc le dialogue social vit au niveau des branches et que nous avons fait appel à plusieurs assureurs pour gérer le régime de branche, des assureurs qui relèvent de la mutualité et des assureurs qui relèvent du domaine des IP, c'est-à-dire de la FIPS. Donc il faut, je pense, pas confondre, même s'il y a un enjeu, la gouvernance des différentes institutions qui ont été citées et le fait qu'au niveau des branches, les partenaires sociaux organisent la couverture santé et prévoyance, s'ils le souhaitent, de leurs salariés, et ça en faisant appel à des opérateurs, quelle que soit, si vous voulez, la nature des trois familles. Même chose au niveau des entreprises. Donc oui, il y a une différence au niveau des trois familles, mais le dialogue social est bien vivant au niveau des entreprises et des branches, et ça de manière tout à fait indistincte avec la nature des opérateurs auxquels on faisait référence, qui doivent rendre compte aux partenaires sociaux de la branche d'une manière exactement identique. Voilà, juste sur ce point, je laisse la parole aux collègues de la CPME s'ils souhaitent compléter mon propos. Merci Nicolas. Non, sur le dialogue social, c'est presque une mascarade en fait, parce que sur les projets de texte, lorsqu'on est interrogé, on est d'abord très souvent interrogé dans l'urgence. On a plein d'exemples concrets. Les délais sont très courts, avec un travail qui est pourtant approfondi. Et quand on émet un avis argumenté, très souvent en fait, on a les représentants de l'État, la DSS et le budget, qui en fait ne tiennent pas compte de ce que l'on dit. Et je pense que c'est là, la coordination, ça va être là le vrai sujet du dialogue. Après, avec les trois familles, c'est presque un non-sujet, parce que, je veux vous dire, on se retrouve. On est organisé de façon différente entre les banques assureurs, les assureurs qui ont des gouvernances capitalistiques, les groupes de protection qui ont des gouvernances paritaires. Alors c'est souvent un peu plus long chez nous, mais c'est bien aussi le temps long. Moi j'aime beaucoup le temps long de l'assurance, parce que c'est aussi le temps long de la réflexion. Et puis les mutualistes. Et donc on a des intérêts quand même communs, parce que souvent on a des clients, on porte les mêmes risques, sauf qu'on a des organisations différentes. Mais lorsqu'il faut faire évoluer le système, même s'il y a des sujets, des irritants, je pense qu'il y a un sujet qu'il faudra qu'on traite aussi dans ce pays demain, c'est la dépendance. C'est comment on traite demain la dépendance dans ce pays. Que les EHPAD d'aujourd'hui ne deviennent pas les hôpitaux de demain, ça c'est un vrai sujet. Et je pense que là, on a des enjeux colossaux à mener sur la mutualisation collective. Et là, pour le coup, on n'est pas tous d'accord dans ce qu'on appelle dans les instances des trois familles. Moi, je considère que la dépendance, on ne peut pas s'exonérer demain de réfléchir à mettre. Et la dépendance, ce n'est pas que le grand âge. On peut être dépendant, aidant, aidé, quel que soit l'âge. On voit bien aujourd'hui, il y a plein d'exemples qui montrent qu'on a des générations de 30 à 40 ans qui basculent aujourd'hui dans des pathologies graves d'ALD, de cancer, etc. Et donc ça va être un vrai sujet. Et ce sujet du financement, il devra être partagé et organisé. Donc ça, c'est un irritant, typiquement. Mais sur le dialogue social, au sein des instances que l'on a avec la DSS et le budget, il va falloir qu'on prenne toute notre part pour que ce soit efficace. On ne peut pas être une variable d'ajustement ou être là juste pour émettre un avis consultatif. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que c'est nous qui représentons les entreprises et les salariés. Je ne sais pas si mes collègues l'ont entendu la même chose, mais notre représentation, elle est légitime, comme vous êtes légitime aussi, vous, à contrôler les comptes publics de l'État. Et c'est là qu'il va falloir qu'à un moment donné, on ait politiquement le même poids que les représentants de l'État dans les instants dans lesquels on se retrouve. Si ça, on y arrive, je pense qu'on est capable de mieux coordonner, de mieux organiser le système, la relation entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Donc le dialogue social, vous savez, il est très lié aux relations humaines.
Vous avez des branches qui sont très différentes les unes aux autres. C'est pas forcément toujours qu'une question de taille. Il y a des branches de 15 000 salariés, je pense à l'Hôtel du Planet, dont le dialogue social est très fluide, très abouti. Des grandes branches comme celle de Nicolas Bonneau, la métallurgie aussi, et puis vous avez d'autres branches. C'est très lié aux personnalités des personnes qui composent le tour de table, donc de ce qu'on veut faire ensemble. Et le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on veut faire collectivement ensemble pour notre système de soins, pour notre système lié à la dépendance demain, et comment on fait fonctionner au mieux. On n'a pas à réinventer, je vous le redis encore, on n'est pas là pour réinventer un autre système de grande sécurité sociale. On est vraiment là pour améliorer le système. Il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des choses qui dysfonctionnent. Mais c'est la politique et la gouvernance qui doivent aujourd'hui être revues. Quand on aura fait ça, on aura déjà fait un grand pas, et après on pourra réorganiser, on a suffisamment d'éléments, de poids qui nous permettent d'améliorer le système. Donc le dialogue social, oui, et je pense qu'on pourra démontrer, parce qu'on vous amènera, que globalement il fonctionne plutôt bien. Il y a certains endroits où il ne fonctionne pas bien, mais en tout cas, dans la relation avec l'État, il va falloir qu'on ne soit pas pris comme une variable d'ajustement. Il faut vraiment qu'on ait toute notre place dans les prises de décision. Allez, avant, à tout moment, Thierry, vous pouvez intervenir. Avant de faire un peu de prospective, la question que j'avais ouverte dans mon introduction, le bilan macro et un peu en granularité que vous faites de l'ANI et de sa généralisation. Alors, ça fera faire l'articulation entre le propos liminaire et votre question, monsieur le député. On a à travers le contrat collectif en santé un véritable outil de dialogue social et de solidarité au niveau de l'entreprise, qui constitue une avancée. C'est très net. C'est un élément extrêmement positif, avec tous les éléments qui vont avec. Et ça, on le constate, alors que, comme l'indiquait Thierry Grégoire, c'est très, je dirais, variable en fonction des entreprises concernées, mais on a là un outil qui est à la fois support de solidarité et qui, en même temps, est un support de dialogue social, mais également d'adaptation du pacte social à la réalité économique de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner, c'est que le fait de laisser faire les partenaires sociaux en responsabilité amène à devoir concilier à la fois la protection légitime des salariés et la soutenabilité financière du système. On est dans un système financier qui n'a pas de point de fuite, contrairement à l'État. Et là, je rejoins Thierry Grégoire, le propos n'est pas de porter l'anathème au niveau de l'État et de ses dirigeants, mais de constater que lorsque vous avez un système comme l'AMO, qui peut de manière quasi systématique avoir recours au déficit et à l'endettement, si vous n'avez pas de corde de rappel comme de règle d'or ou une majorité politique qui permet de contrôler la dépense, on arrive dans des systèmes déficitaires. Ce n'est pas le cas dans la vie sociale de l'entreprise et à travers le contrat collectif. On a donc eu une généralisation de cette couverture en santé, avec un point d'attention, c'est que ça a conduit bien sûr à un renchérissement des coûts de la protection côté des entreprises, et qui rend d'autant plus nécessaire en face l'encadrement social des exonérations de ces dispositifs. S'il n'y avait pas cette aide au contrat collectif, on aurait très certainement des difficultés de soutenabilité par les entreprises qui poseraient problème. Et on considère côté MEDEF que cette aide est tout à fait logique, puisqu'on est dans le cadre de dispositifs de solidarité avec un certain nombre d'éléments qui sont contraints et qui donc doivent forcément être accompagnés d'aide sociale, de manière à ce que ce soit supportable par les entreprises, quelle que soit leur situation financière. Et donc pour répondre plus clairement à votre question, monsieur le député, on a un bilan positif de la déclinaison de cette année, avec un point d'attention sur le sujet que je viens de vous indiquer, de l'accompagnement de la soutenabilité sur le plan financier des entreprises.
notre point d'attention, c'est de ne pas, si ça devait être en germe dans l'esprit de certains, de ne pas renforcer les contraintes en la matière, parce que ce ne serait pas supportable et, je dirais, contreviendrait au principe que je vous avais indiqué de respect du dialogue social et de l'accord entre les parties. Puis je répondrai à l'autre question qui était celui de la grande sécu, mais je laisserai Thierry Grégoire. On va y venir. On va y venir. Ouais. Monsieur Grégoire. Sur les scénarios prospectifs, alors j'ai fait une petite liste avant de venir ce matin tôt sur le montant des transferts de charges. On arrive aujourd'hui à presque 7 milliards quand même, donc c'est quand même pas neutre. C'est juste pour dire qu'à chaque fois que l'État en fait transfère des charges sur l'assurance maladie complémentaire, quel est l'effet immédiat? D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, les groupes de protection sociale ou les mutualistes ont des règles qui leur permettent pas de faire de déficit, contrairement à l'État. Et automatiquement, ça a deux incidences. D'abord, ça réduit le volant d'action de prévention, d'action sociale, et puis ça peut augmenter aussi les cotisations des entreprises et des salariés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on transfère des charges vers l'AMC, quelque part, c'est une forme de fiscalité déguisée qu'on remet à la hausse vers les entreprises et les salariés. Je vais vous prendre un exemple. En 2020, dans mon ancienne branche, quand je présidais ce dispositif, on avait un niveau de réserve très important. Lorsqu'il y a des difficultés au premier confinement, l'État a joué son rôle avec l'activité partielle. Ça a permis de suspendre, par exemple, dans notre secteur d'activité, les cotisations pendant un trimestre, grâce au niveau de réserve que nous avions à l'époque. Ce qui a permis... c'est un geste important, mais surtout dans un moment où, à l'époque, rappelez-vous, l'assurance, on tapait beaucoup sur les assureurs, sur les pertes d'exploitation. Mais l'assurance, c'est aussi justement la couverture des risques santé, prévoyance, et c'est de se différencier. Et très souvent, tout à l'heure, je vous ai dit, on n'est pas très bon en termes de promotion, d'explication de ce que l'on fait. Donc c'est des choses que l'on fait. À chaque fois que l'on a des transferts de charges, c'est autant de moyens qu'on nous retire dans nos actions de prévention. On a mis en place des actions de prévention. Je prends un exemple, d'ailleurs, qu'on a partagé, qu'on a même donné à la GER-Clarco. Je prends un dispositif qui a été mis en place par une action de prévention qui s'appelle Ecclesia, qui s'appelle Ma boussole aidante. Un dispositif qu'on a construit dans cette institution de prévention, dont j'étais administrateur à une époque, et on l'a donné à la GER-Clarco. On a des dispositifs d'action sociale, de prévention. Je pense à un secteur d'activité comme le transport. Transportez-vous bien. On met en place des dispositifs, notamment de tests sur la prévention des AVC. D'autres branches, on a un dispositif sur mon bilan cardio. Toutes ces actions-là, des actions qu'on finance avec les cotisations de nos entreprises, de nos salariés. Et donc, à chaque fois que l'État transfère des charges, c'est autant de ressources que l'on prive au service de la prévention. Et donc, qui dit moins de prévention, dit plus de réparation. Et c'est ça qu'on doit éviter. Et un autre exemple, dans les branches professionnelles, on a cette capacité, en étant dans les entreprises, je prends un exemple sur une garantie qu'on avait mis en place dans ma branche professionnelle, qui est, on avait beaucoup d'arrêts de maladie, des serveuses et de réceptionnistes qui sont en station debout permanente, qui avaient des corps aux pieds. Bon, vous arrêtez en arrêt maladie. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis une garantie podologie pour donner une ouverture de remboursement d'accès sur les médecines douces, notamment sur la podologie pour ces salariés. Et donc, qu'est-ce que ça fait mécaniquement? Ça réduit drastiquement les arrêts maladie et ça a permis à ces populations-là de prendre soin de leurs pieds, puisque la station debout est une station permanente dans le cadre de leur activité de travail. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est des choses concrètes que l'on met en place en fonction de la nature des métiers, filière par filière, branche par branche. Et donc, quand l'État nous transfère des charges, et je prends un exemple sur la revalorisation de la convention dentaire en 2023, 230 millions d'euros, la convention médicale, 500 millions d'euros, la taxe en 2018, la taxe Vautrin, 1 milliard, etc. Tout cet argent-là, il n'y a pas d'argent magique, en fait. Il n'est pas pris il est soit pris sur les fonds propres des groupes qui ont les moyens d'eux, mais très souvent, mécaniquement, en fait, c'est une taxe qu'on applique par ricochet en augmentant la cotisation de nos entreprises, de nos salariés. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait. Et si on était justement, je reviens à l'origine, si on avait une meilleure coordination, ce genre de choses pourrait s'éviter. Et donc la prévention, c'est aussi une façon, au-delà des recettes, de diminuer les arrêts maladie, qui aujourd'hui pèsent énormément dans nos entreprises, et probablement aussi, il n'y a rien de tabou, parce qu'on est aussi là pour se dire les choses, qu'il y a une éducation
une sensibilisation auprès des professionnels de santé qui délivrent des arrêts de travail, et auprès des salariés aussi, qu'à un moment donné, même s'il y a des causes légitimes, il faut aussi qu'on réduise les abus d'utilisation massive des arrêts de travail, qui pèsent énormément en fonction. Et vous avez des groupes aujourd'hui, même des groupes importants, qui ont le maintien de salaire. Aujourd'hui, ça pèse même aujourd'hui très lourdement chez eux. Vous avez des TPE, mais sûr, il y a des jours de carence. Aujourd'hui, ça pèse dans l'organisation du travail. Donc il y a une vraie sensibilisation de la préciosité de notre système de santé, de ne pas utiliser, même s'il y a des causes encore légitimes et réelles. Et je pense aujourd'hui qu'il faut vraiment que cessent, en tout cas, ces transferts de charges, et que les moyens financiers que l'on a, et l'État sait bien le faire, l'État sait faire des campagnes de promotion sur la lutte contre le tabac, sur l'alcool, sur l'alimentation, 5 fruits et légumes, etc., etc. Même si c'est contesté par certains, ça reste quand même quelque chose qui est prouvé, et je pense que ça, c'est le rôle de l'État. Mais nous aussi, avec nos moyens financiers, du côté du régime d'assurance mais complémentaire, dans l'ensemble, et je pourrais parler des assureurs mutualistes, chacun aussi a ses campagnes de promotion, de prévention, mais nous, dans les régimes paritaires, on utilise les ressources pour une grande partie des cotisations au-delà de la réparation et des remboursements de frais de santé, on l'utilise pour mettre en place, via le DES ou l'ODORE de solidarité, on l'utilise dans des secteurs d'activité pour prévenir, pour ne pas guérir. Voilà. Donc, dès qu'il y a du transfert, ça augmente la fiscalité, ça augmente les cotisations. On va essayer de faire un peu plus ping-pong parce qu'on a encore quelques sujets importants à aborder, mais bon, on va un peu ambiancer, on est très policé là. Vous êtes soucieux de l'usage de vos cotisations, puisqu'il s'agit d'une sollicitation d'une contribution obligatoire à laquelle vous êtes assujetti. Et donc, quand vous voyez progresser comme a progressé ces dernières années le coût des complémentaires d'assurance maladie, quel regard vous portez sur l'évolution de cette contribution? On est sur des taux d'augmentation de 4 à 8% ces dernières années. Vous me dites si je me trompe sur ce que vous avez été amené à connaître. Et donc, est-ce que vous avez le sentiment, je vous dis d'où je parle, de connaître les raisons et la structure de l'augmentation des coûts qui vous sont présentés chaque année? Et avec une question particulière, parce que vous êtes soucieux aussi de la maîtrise de la dépense, qui est la part non négligeable que représentent les frais de gestion dans le coût de fonctionnement des OCAM. Voilà, ma position est sinon connue, en tous les cas mon intérêt pour la réflexion sur la sécu intégrale existe, et il n'est pas motivé exclusivement par cet aspect des choses, mais à un moment donné où chaque euro mobilisé est questionné, est-ce que c'est pour vous un non-sujet, une donnée intangible, où vous vous posez la question, et notamment quand vous mentionnez la prévention, parce que souvent, à votre place, les OCAM présents, il y a quelques mois ici, nous disaient, nous évidemment, nous avons des coûts de gestion, des frais de gestion plus importants, parce que nous avons les dépenses de prévention. Sans que personne en face ait été capable de nous quantifier la part de leurs dépenses consacrées à la prévention. Voilà, donc sur cet aspect, comme financeur, est-ce que vous avez le sentiment d'en avoir pour votre argent, si j'ose dire, ou est-ce que vous pensez qu'il y a de la marge de maîtrise, là aussi, d'une dépense, et voilà. Merci, monsieur le député. L'exigence d'économie, elle doit s'appliquer avec la même force à l'AMO et l'AMC. C'est une évidence. Et en cela, on vous rejoint complètement. Je redis malgré tout que ces frais de gestion, on y reviendra, sont certes très importants, mais au-delà finalement du frais de gestion, ce qui nous intéresse, c'est le bilan global. Et je redis que d'un côté, c'est extrêmement déficitaire, et de l'autre, c'est équilibré. Lorsqu'on reprend les chiffres de l'adresse, je parle sous votre contrôle, on voit que les complémentaires santé, d'après le dernier rapport de l'adresse, sur le résultat technique qui comprend les frais de gestion, on est à peu près à l'équilibre. Et plus précisément, je crois, légèrement déficitaire pour les contrats collectifs
est légèrement excédentaire pour les contrats individuels. Donc, sans être économiste, on ne peut pas dire qu'on est dans un secteur à rente qui accumule, en tout cas dans les 10 dernières années, des résultats dans des proportions qui ne seraient pas justifiables. Ça, c'est quand même important de le dire, parce que certains peuvent, et ce n'est pas vous en représentation nationale, mais certains acteurs peuvent dire qu'il y a là une activité à forte rente. Les chiffres de l'État disent le contraire. Lorsqu'on évoque les frais de gestion, ces frais de gestion sont effectivement conséquents. Ils sont stables, il me semble, en proportion dans le temps, entre 18 et 20%. Donc il n'y a pas d'envolée des frais de gestion de ces opérateurs. De dire, alors je n'étais pas là lorsque les propos étaient tenus, de dire que c'est parce qu'il y a la prévention, c'est bien évidemment pas vrai. L'adresse le dit, il y a certes des charges significatives de prévention. Lorsqu'on évoque le degré élevé de solidarité, c'est à minima 2% des cotisations, donc c'est des sommes conséquentes qui sont consenties. C'est notamment le cas dans la branche de la métallurgie, mais ce n'est pas ça qui explique les 18 ou 20% de frais de gestion, mais qui sont liés simplement à l'activité concurrentielle du secteur. On a des frais d'acquisition, des frais de promotion qui sont importants. On a des frais aussi significatifs en matière de respect de la réglementation, c'est-à-dire que, je vous le redis, pour être par ailleurs administrateur chez Malakoff Humanis, donc je vis quotidiennement les contraintes de gestion de ce type d'opérateur. On a à travers les contrôles de l'ACPR et des réglementations assurantielles, je vous ai indiqué Solvabilité 2, des contraintes de contrôle interne extrêmement fortes, qui pèsent forcément, qui ont un coût de contrôle interne. Et puis vous avez des coûts financiers qui sont liés aux contraintes de solvabilité, qui sont également significatives. Donc on ne peut pas dire que l'écart entre l'AMO et l'AMC sont des périmètres d'activité et de réglementation qui soient identiques. Elles sont très différentes. Sur la lisibilité de ces frais de gestion, je pense que, pour être tout à fait honnête, on a là un enjeu en fonction des acteurs en présence. Au niveau d'une branche, comme la mienne, relativement structurée, on a, je pense, le poids nécessaire pour demander de manière extrêmement précise une comptabilité analytique qui permet d'avoir l'explication sur les causes et les sous-jacents des évolutions tarifaires. En tout cas, c'est ce qu'on exige dans le cadre d'une instance paritaire chaque année auprès des opérateurs. Une fois de plus, qu'ils soient mutualistes ou IP, c'est exactement la même chose. De vous dire que toutes les TPE-PME de France ont le même reporting avec le même degré de détail, je pense que ce n'est pas vrai. Donc on a en fait un sujet, pour répondre clairement à votre question, de transparence sur les frais de gestion qui vont dépendre en fait de la nature en présence des opérateurs. Je dirais que j'opposerais volontiers d'un côté TPE-PME, de l'autre branche et très grosses entreprises, sur lequel il y a peut-être des progrès à faire. Ce serait faux que de contester qu'il y a là des enjeux de lisibilité. Après, pour ce qui concerne les frais de gestion versus grande sécu, je le garde pour la question d'après. Je laisse Thierry Grégoire compléter ou corriger mon propos. Sur les frais de gestion, moi je vais vous mettre les pieds dans le plat direct. Alors déjà, peut-être dire une chose, c'est que les administratrices et administrateurs du groupe de protection sociale sont responsables pénalement de ce qui se passe dans les organismes dans lesquels sont la gouvernance. Et ça, c'est extrêmement important. Ils sont pénalement responsables de tout ce qui s'y passe, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Les frais de gestion, il faut savoir de quoi on parle. On parle en nature, en volume. Frais de gestion MOMC, c'est pas du tout la même chose. Vous avez aujourd'hui, c'est 18,8% de frais de gestion dans l'AMC, 4% frais de gestion dans l'AMO. Bon, on ne parle pas du tout du même sujet. Si on regarde, on recalcule, non pas en fonction du montant global des cotisations, mais bien en fonction du coût par assuré. Le coût par assuré des frais de gestion, c'est 28 € sur l'AMC, 108 € sur l'AMO. Et si demain, il y avait une tentation, peu importe qui, le passage dans la grande sécu, vous avez une déperdition de 6 milliards d'euros de manque à gagner pour compenser le financement de la C2S. Donc la grande sécu, elle va augmenter le reste à charge si demain vous avez une disparition des AMC.
Donc les frais de gestion, c'est un leurre, il y a des améliorations. On a, notamment parce qu'il y a des transferts contrats individuels vers des contrats collectifs, il y a une augmentation de 10 points sur les 12 dernières années vers les contrats collectifs, qui démontre l'amélioration des frais de gestion. Donc les frais de gestion, c'est un espèce de totem que les détracteurs ou ceux qui veulent du mal à l'assurance maladie complémentaire, et encore une fois, je ne cherche pas à opposer les autres, je cherche juste à argumenter. Aujourd'hui, les frais de gestion, qu'on les ramène non pas en fonction du montant global des cotisations, mais vraiment le coût de l'assuré. Je rappelle que le coût moyen d'un assuré en termes de dépenses foncières, c'est 3 700 € par an. C'est de 28 € pour l'AMC à 108 € pour l'AMO, quand on parle des mêmes choses. Et donc, pour nous, les frais de gestion, c'est pas que c'est un non-sujet, c'est un sujet permanent. Je peux vous dire que, Nicolas l'a dit, il est administrateur dans un conventionnel, c'est la guerre permanente que l'on fait. Alors, c'est pas une guerre, c'est pas le bon mot guerre, mais en tout cas, c'est un combat permanent, c'est une lutte permanente, c'est une exigence que l'on a vis-à-vis de nos directions généraux, qu'on a vis-à-vis des frais de gestion. Voilà. Mais quand on parle des choses, on remet les choses en perspective, c'est un non-sujet, les frais de gestion. Et si on regarde l'AMO et l'AMC aujourd'hui, je suis désolé, le coût des frais de gestion ramené à l'assuré, il est 5 fois moins important à l'assurance maladie obligatoire. On vous le documentera, ça, bien évidemment. Ni l'un ni l'autre répondu sur les frais de gestion, oui, mais sur l'évolution du coût. Sur comment vous avez, voilà, quand vous avez un fournisseur qui vous augmente ses tarifs, vous essayez d'objectiver la raison pour laquelle, crise inflationniste, pénurie de... Enfin bon, voilà. Là, est-ce que vous avez le sentiment, dans les contrats collectifs que vous acquittez, de savoir exactement les raisons pour lesquelles, une année, vous allez avoir 4%, une année 7%, une année 8%, etc. Alors, pardon, je pensais avoir répondu, mais oui, mais ça dépend de quel point de vue on se place. Au niveau de la branche, au niveau des branches qui ont un poids important vis-à-vis des organismes qui soient labellisés ou sur recommandation, on a ces décompositions. On pilote, comme l'indiquait Thierry Grégoire, très, très finement, et donc on a le retour sur les causes de la dérive. Et la dérive, pour être très, très clair, elle a deux sources. Elle a les transferts opérés par l'État vers l'AMC, et elle a la dynamique des dépenses de santé. Et c'est là où il y a une marge de progrès, mais qui est collective, et je vous l'indiquais en propos introductif. On a en France de très grandes marges de manœuvre dans l'amélioration de la maîtrise des dépenses de santé. Je vous rappelle qu'on est avec plus de 12% du PIB, parmi, tout compris, public-privé, parmi les pays de l'OCDE qui dépensent le plus en matière de dépenses de santé, avec des résultats en matière, pour les principaux indicateurs qui caractérisent la santé des Français, qui stagnent ou qui progressent lentement. Donc on a clairement un système qui, à l'origine, était efficient et efficace, qui se dégrade de plus en plus, et qui appelle à une vigilance et une maîtrise accrue, que ce soit l'AMO et l'AMC. Et c'est vrai que là, on peut reconnaître que les outils que nous offre la réglementation et qui sont mis en œuvre ensuite par l'AMC en matière de contrôle et de maîtrise des dépassements d'honoraires ou d'autres secteurs, je citerai de manière très explicite les opticiens, par exemple, posent problème. Donc on a très clairement, au-delà des sujets de reporting et de visibilité sur les sous-jacents de la dérive des dépenses de santé, des progrès très significatifs à faire en matière de capacité à contrôler certains secteurs. Et il est très clair que l'AMC, avec les déports de plus importants qui sont faits de la part de l'État, doit avoir des outils renforcés en matière de contrôle et de régulation. Je rappellerai à cet égard que l'ensemble des OP et des OS, dans le cadre de l'examen du projet de loi contre la fraude, a dû lutter pied à pied pour que le projet de texte aille au bout en ce qui concerne les échanges de données entre AMO et AMC. Et contrairement à ce que disaient certains et certains secteurs, ce n'était pas du tout dans une logique de vouloir connaître les caractéristiques individuelles des individus assurés. C'était pour, justement, disposer des données
nécessaires demandés depuis maintes années par les complémentaires santé pour éparer les contrôles sur les opérateurs qui soit font des fraudes, soit ont des comportements qui sont extrêmement dépensiers. Et c'est ce levier-là qu'il faut faire progresser, tant au niveau de l'AMO que de l'assurance maladie complémentaire. Lutte contre la fraude, c'est un enjeu fondamental. Je prends l'exemple des prothèses auditives. Quand vous avez des entreprises qui aujourd'hui, la seule chose c'est de savoir quelle sera la part qui va être remboursée par l'assurance maladie complémentaire. En moyenne, c'est dans les 1 400 €. La lutte contre la fraude, c'est un enjeu essentiel. Et ça a un impact direct sur, effectivement, sur notre soutenabilité dans l'AMC, notamment sur les frais de gestion. Donc la fraude, c'est un enjeu fondamental. La création demain d'un système d'information commun à l'AMO et à l'AMC, on est tout à fait capable de se le financer. Il va falloir qu'à un moment donné, on a aujourd'hui tous les outils possibles et imaginables pour avoir un système extrêmement performant. Et aujourd'hui, il n'existe pas, alors qu'on a les moyens de le construire. Je rappelle juste un exemple concret. Il y a 12 ans, je suis rentré en 2014 chez Malakoff Médéric à l'époque. On a investi 1 milliard d'euros. Je rappelle que l'activité aussi des organismes, groupes de protection sociale, il y a 2 jambes. Il y a la jambe droite, c'est la santé, la prévoyance collective et individuelle. Et l'autre jambe, c'est la retraite complémentaire. On a investi plus d'1 milliard d'euros dans les systèmes lorsque la DSN était mise en place, parce que les systèmes, on arrivait, nous, à prélever dans les fiches de paye l'ensemble des données, et il y avait une déperdition dès qu'on connectait notre système avec celui de la GIRCLARCO. Et c'est nous qui avons investi 1 milliard d'euros. C'est substitué à l'État à l'époque. Et aujourd'hui, globalement, sur les 27 millions de fiches de paye qui sont faites dans ce pays, le système fonctionne plutôt pas mal. Et donc, ce régime, ce que disait Nicolas Bondy, il a raison, sur les systèmes d'information, il y a un vrai sujet. Et la lutte contre la fraude est un vrai sujet. Et sur lequel, aujourd'hui, on a un manque de contrôle, il va falloir renforcer les contrôles. Et si l'État doit mettre un investissement, doit investir, c'est bien sur les contrôles, sur la fraude. Je parle des opticiens, certains opticiens qui sont impécunieux, qui sont des fraudeurs patentés, dont la seule chose, c'est de savoir, quand vous arrivez pour changer vos lunettes, vous êtes dans quel organisme, alors attendez, je regarde, donc, et qui vous augmente le prix. Mais la réalité, ça, c'est la vraie vie, c'est ce que les gens vivent. Et pour l'audition, c'est la même chose. Enfin, c'est quand même aberrant. Et donc ça, c'est supporté. Ce coût de fraude, bien sûr, c'est supporté évidemment globalement à la fin par nous tous, mais c'est supporté par l'assurance maladie complémentaire. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et donc je pense que là, c'est là où on a un travail collectif. Et je reviens à notre propos du départ. C'est là où il va falloir qu'on se coordonne, qu'on cofinance, qu'on co-gère cette plateforme commune qu'est l'AMO, l'AMC. Sinon, si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. L'ANI permet la couverture des salariés. Ça a augmenté le taux d'accès à la complémentaire, parce qu'on doit avoir 96 ou 98% des salariés du privé qui sont désormais couverts. Les organisations syndicales, en tous les cas certaines d'entre elles, ont, comme vous, un peu en creux ou même explicitement tout à l'heure, pointé la question particulière des retraités. Certains évoquent un contrat de branche de retraités. Voilà. Quel est cette situation, est-ce que vous pensez qu'elle doit être traitée dans des évolutions et des améliorations à apporter au système, et est-ce que ça peut être dans le prolongement de l'esprit de l'ANI? C'est contre-intuitif puisqu'on est sur des gens qui sont plus dans le marché du travail. Voilà. Donc, en gros, votre regard sur les exclus, enfin j'aime pas le terme, en tous les cas, bon, je vous parle des retraités, on pourrait parler des jeunes et des chômeurs, mais prenons le point particulier de la question des retraités, parce que vous l'avez vous-même mentionné. Tu vas Vas-y. D'abord, monsieur le député, on peut dire que sur ces sujets, on ne part pas de rien. C'est-à-dire qu'on a, dans le cadre de la loi E20, en tout cas un droit de suite pour les personnes qui quittent l'entreprise. Et par ailleurs, on a pour les personnes les plus précaires un dispositif de couverture de solidarité à minima qui fait que les retraités, comme d'autres populations fragiles, ne sont pas sans couverture. Ça, c'est important de le dire. Après, le deuxième argument, et désolé de revenir dessus, c'est
Je pense qu'on ne peut pas apprécier les priorités en matière de progrès social, y compris en santé, sans tenir compte du contexte économique et de l'état de nos finances publiques. On serait dans une situation de compte équilibré. Je vous dirais, pourquoi pas? Dans l'état actuel des finances de notre pays, des difficultés de nos entreprises, je suis désolé de vous le dire, on ne pourra pas se permettre d'étendre aux retraités, quand bien même il y aurait des besoins, une couverture sociale supplémentaire, alors que sur le périmètre déjà existant, on s'endette à crédit et on fait financer par les générations futures notre système de protection sociale. Ça n'a pas de sens. Étendre la couverture aux retraités alors que nos jeunes ne savent pas et doutent fortement, compte tenu de l'état de nos déficits publics, de la possibilité de bénéficier du système dont nous bénéficions actuellement, ce serait une folie. Donc c'est non. Je vais être un peu différent sur le sujet. C'est un sujet extrêmement compliqué pour essayer de l'avoir piloté dans mon ancienne branche. D'abord, les retraités et les précaires. Quand je mets précaire, parce que vous avez vu de précaire, c'est aussi des entrepreneurs. Juste un exemple là-dessus. Vous savez que sur les 10 dernières années, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont changé leur statut juridique d'entreprise pour devenir salariés de leur SASU, de leur SAS, passer de la SRL. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accès, notamment dans les TPE, ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas accès aux dispositifs de branche, notamment sur la santé-prévoyance ou les dispositifs d'assurance assurantielle, d'assurance chômage. Ça, c'est un point que je voulais dire parce que quand on parle d'entreprise, il y a aussi des entrepreneurs qui sont salariés de leur entreprise. Voilà. Il n'y a pas que des travailleurs non salariés. Sur les retraités, nous, à l'époque, je me rappelle, dans ma branche, on réfléchissait à des systèmes de cantonnement. Et c'est vrai que c'est un peu... Je ne veux pas me poser sur le ton de la morale, mais quand vous avez des salariés qui, pendant toute une vie, ont cotisé un régime, mutualisé, qui ont généré un niveau de réserve, et toutes les branches, il y a une disparité en fonction des branches, toutes les branches ne sont pas soumises au niveau de la même démographie, n'ont pas les mêmes niveaux de réserve. C'est vrai que c'est un peu... On se dit quand même, c'est un peu difficile lorsqu'ils ont la fin de leur contrat de travail de se retrouver dans un contrat santé-prévoyance qui peut passer du simple au décuple. En moyenne, c'est 180 à 200 euros le contrat santé-prévoyance. La loi E20 y permet. Moi, je suis un fan de la mutualisation. Que les entreprises prennent leur part, probablement. Mais en tout cas, ça peut pas être... les entreprises doivent prendre toute la part. Et donc, il y a un système à inventer. Je suis d'accord. Alors, je ne sais pas une ligne rouge, je pense qu'il y a quelque chose à faire évoluer. Mais il y a peut-être aussi un sujet qui est lié aux garanties. Est-ce qu'on a besoin d'avoir, lorsqu'on a 25-30 ans, des niveaux de garantie d'hospitalisation très élevés? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose... Il y a des choses à faire évoluer dans le contrat en fonction de l'âge, probablement, puisqu'on voit bien aussi que d'abord, tous les retraités ne sont pas malades, tous les retraités ne sont pas en une santé, il y a aussi des retraités en bonne santé. Mais en tout cas, c'est un sujet, je pense qu'on ne pourra pas s'exonérer de traiter. Et donc les retraités, c'est un sujet de mutualisation, les précaires aussi. Et quand je parle de précarité, j'y mets la précarité au sens large, c'est-à-dire il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont précaires. Il y a aussi, voilà, c'est aussi lié à la nature, je pense que les syndicats ont dû le dire, c'est mon côté un peu, peut-être... un ancien salarié qui fait dire que voilà, mais je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas s'exonérer de. On a mis en place des portabilités de droits pour des salariés qui ont été en fin de contrat de travail. Il y a un sujet. Ce sujet-là devrait être traité d'une façon ou d'une autre. Par la mutualisation, je pense que c'est un des points. Dans notre branche, à l'époque, on avait essayé de le faire par une forme de cantonnement. Voilà, et ça a toujours été un sujet un peu éruptif, mais c'est un sujet qu'il faudra qu'à un moment donné, on ne s'exonère pas de le remettre sur la table et de travailler ensemble collectivement. Mais je ne vois pas aujourd'hui, par la loi E20, il y a cette possibilité-là, mais en tout cas, le seul marqueur rouge que je mettrais, il ne faut pas que ce soit supporté que par l'entreprise. Mais ça peut être un peu immoral ou amoral de dire, bah, moi j'ai cotisé toute ma vie. Vous avez des branches professionnelles qui ont une démographie très jeune, qui cotisent mais qui ne consomment pas. Donc ça génère des réserves. Et donc arrive à la retraite, et ben moi j'ai très peu utilisé mon contrat. Ben oui, mais ça c'est de la mutualisation. Et c'est à un moment donné, je passe de 35 euros quand j'étais salarié à 200 euros. Là, il y a un sujet. Mais ce sujet-là, il ne pourra pas être
traité de façon ni autoritaire, ni dogmatique. Il devrait être traité de façon collective par le prisme de la mutualisation et voir comment on peut faire évoluer les choses. Je n'ai pas de solution aujourd'hui. Je vous dis juste qu'on a essayé de le faire par la négociation sociale dans mon ancienne branche que je présidais. C'est un sujet qu'on n'a pas réussi à faire aboutir parce qu'à un moment donné, on avait cet écueil-là de dire la mutualisation a aussi sa limite. Voilà. Alors, faisons dans le temps qui nous reste un peu de prospective en partant des scénarios qui avaient été présentés en janvier 2022 par le HCAM. Ce que j'entends de vos interventions, mais me dites si je me trompe, par rapport aux 4 scénarios, vous êtes plutôt dans apportons des améliorations dans le cadre actuel, plutôt que alors vous portez pas une revendication de décroisement, ou alors, en tous les cas, je l'ai pas entendu sur le thème. Au contraire, musclons ce qui est pris par l'AMC. En gros, séparation, petit risque, gros risque, etc. Vous n'êtes pas sur la position d'une intégration d'une couverture plus importante au sein de la sécurité sociale, qu'on appelle ça grande sécu, sécu intégrale, 100% sécu. Mais alors, il y a un scénario intermédiaire qui est celui de la complémentaire obligatoire, universelle et mutualisée. Voilà. Donc, en gros, voilà, dites-moi sur les évolutions. Donc j'ai compris que sur la sécu intégrale, même si après on ne va pas avoir le débat ici sur ce désarguement recevable ou pas, mais si vous êtes dans ce que j'ai compris, le statu quo avec des éléments d'amélioration, quels seraient-ils dans vos priorités? Merci, monsieur le député. Et avec un mot aussi, parce que ce n'était pas un des 4 scénarios, parce que c'était un élément alternatif sur le bouclier sanitaire. Merci, monsieur le député. Je me permets de redire que, et de prolonger mon propos, c'est que on a quand même, pour reprendre les mots d'un auteur célèbre, un mal français qui conduit à essayer d'avoir des idées nouvelles avant de faire tourner ce qui existe et ce qui ne fonctionne pas vraiment. Je pense que le constat qu'on fait conjointement, c'est que la manière dont sont articulées l'AMO, l'AMC est sous-optimale. Je pense que la priorité des priorités, même si en termes d'effet d'annonce, c'est peut-être moins satisfaisant, c'est de s'assurer que le système tel qu'il fonctionne, il fonctionne vraiment. Et là, une fois de plus, je vous dis qu'il y a de très grandes marges de manœuvre en termes d'association des partenaires sociaux, d'échange de données, de répartition des compétences, de renforcement des pouvoirs de contrôle, d'encadrement des dépassements d'honoraires. Je pense qu'on aurait besoin d'une audition supplémentaire pour les évoquer, mais en tout cas, sincèrement, et c'est pas de ma part une manœuvre dilatoire pour éviter le débat, je pense qu'en France, on aime beaucoup les idées, on aime un peu moins leur mise en œuvre. Et qu'on a une vraie priorité à s'assurer que les objectifs qui ont été fixés par le pouvoir politique sont mis en œuvre par les opérateurs, que ce soit l'AMO ou l'AMC, et que lorsqu'on a des pratiques de la part de certains professionnels qui sont soit frauduleuses, soit à la limite de la fraude, il faut les corriger. Alors, pardon, ce matin, on est un peu sur les opticiens, et loin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur une profession tout à fait méritante. Mais qui a constaté, en rentrant dans un magasin d'optique, le traitement réservé aux lunettes 100% santé? Tout le monde le constate. Et qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose, voire rien. C'est un exemple parmi d'autres. Donc il faut s'assurer que la réglementation ou la législation est mise en œuvre partout en France. Et il faut s'assurer que le système fonctionne vraiment en s'assurant que l'ensemble des opérateurs rendent compte de l'atteinte de leurs objectifs. Une fois qu'on a posé cela, alors vous l'avez bien senti en creux, on ne souhaite pas de la grande sécu.
ou tout du moins, et c'est un peu une boutade, dès que les comptes sociaux seront rééquilibrés de manière structurelle et durable, on re-regardera le scénario. Dans l'attente, je le mets de côté. En clair, au-delà des intérêts des opérateurs privés, on n'a pas eu la démonstration de la part de l'assurance maladie de sa capacité à maîtriser les dépenses de santé et les équilibres financiers qui permettraient de considérer que c'est un scénario viable. Sur les autres scénarios que vous avez esquissés, je pense que pour être un peu plus précis sur le sujet du décroisement, et sans que ce soit il faut regarder. Il faut regarder parce qu'on sent bien qu'il y a un manque de lisibilité du système. On sent bien qu'il y a des incohérences. Et c'est peut-être, parmi les 4 scénarios que vous avez évoqués, le moins défavorable, en tout cas celui qui peut être regardé avec précaution, en sachant que le décroisement petit risque, grand risque amène, vous le savez bien, à poser des questions en termes d'équilibre financier global pour les opérateurs, puisqu'il y a, pour être très transparent, des rentabilités, si vous me permettez l'expression, qui va être différente en fonction des risques, et on ne peut pas ignorer cet état de fait. Et puis se pose aussi, lorsque vous évoquez un décroisement, si jamais les opérateurs AMC sont les seuls à intervenir, est-ce qu'il faut leur confier des prérogatives de contrôle, voire de négociation? Je fais une parenthèse, est-ce qu'il faut revenir sur la loi Leroux qui permette aux opérateurs privés de négocier et de se substituer à l'assurance maladie dans les relations avec les professionnels de santé? Donc il y a plein de conditions de mise en œuvre, voire de conditions préalables qui doivent être examinées avant que ce scénario soit creusé, mais en tout cas ça nous paraît le moins défavorable. Le SIEG en matière de couverture santé, il a l'immense défaut à nos yeux d'en faire une sécu bis, c'est-à-dire de solidifier un niveau de couverture au-delà du raisonnable, avec très peu de marge de manœuvre finalement pour l'adapter au niveau des entreprises, et donc ça ne nous semble pas viable. Sur le bouclier sanitaire, ça nous semble une fausse bonne idée. Alors c'est vrai que c'est les mouvements browniens des rapports de la Cour et de l'IGAS, c'est que voilà, de temps en temps ces sujets-là reviennent. Je sais que c'est très à la mode en ce moment. On voit derrière, en tout cas de ce qu'on en a compris des écrits, derrière le bouclier fiscal, un renforcement de l'intervention de l'AMO, qui, pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment, nous semble pas pertinent au-delà du sujet propre du dispositif. Je vais compléter. Je suis d'accord avec tout ce que dit Nicolas Brandonneau. Moi, je voudrais revenir sur le bouclier sanitaire et puis d'un sujet qui est peut-être éruptif, et on n'est pas toujours d'accord entre nous, mais il faut en parler aussi, c'est la médecine du travail. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de l'équation globale. Pour nous, en tout cas, le décroisement, la MOMC, vous l'avez compris, je pense qu'il faut renforcer cette plateforme-là. Il faut là-dessus, c'est nos responsabilités, c'est les principaux défis, vieillissement, l'ALD, la technologie, son financement, et ça, il faut que ce soit bien mieux coordonné, mieux co-géré. Là-dessus, on est tous d'accord, et je pense que c'est le sens de l'histoire. Après, tout autre scénario nous semble dangereux, improbable, encore plus dans un contexte dans lequel on est, et d'autant plus que ça fait ses preuves. Et en plus, les TPE-PME sont celles qui ont le plus besoin des branches professionnelles et de la mutualisation, contrairement à des grands groupes qui ont des moyens plus importants et de pouvoir organiser les choses différemment. Le bouclier sanitaire, si je comprends bien, monsieur Getsch, monsieur le député, c'est le financement par la ressource, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que il existe déjà, en fait, puisque vous avez dans les branches professionnelles des dispositifs certes mutualisés, mais vous avez des possibilités aujourd'hui de surcomplémentaires, de gens qui ont des niveaux de ressources et des gens qui contribuent déjà. Donc si le bouclier sanitaire, c'est de faire payer encore plus les salariés qui sont des classes moyennes, qui sont soumis le plus déjà à beaucoup d'autres prélèvements, je ne vois pas comment les choses peuvent s'organiser. En revanche, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un sujet, et là, c'est pas, je ne cherche pas à faire du politiquement correct, parce que même dans ma propre organisation, des fois, on peut être pas forcément en accord, mais la médecine du travail, c'est un vrai sujet. Et si vous voulez me parler de discrimination, de distorsion de traitement dans les territoires, eh ben, vous le regardez par le médecine du travail. Vous avez aujourd'hui dans des entreprises, des chefs d'entreprise, des salariés d'entreprise,
qui ne voient pas la couleur d'un médecin du travail depuis des années. Et la prévention aussi, ça commence par la médecine du travail. Et la refonte du dispositif, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, devra être plus efficace et plus européenne. Et c'est un élément, c'est une brique de ce que nous discutons depuis le début de cette audition. Ça en fait partie. Et la prévention passe par aussi la médecine du travail. Et aujourd'hui, on voit bien déficit de médecins du travail, distorsion de traitement en fonction des territoires. Ce n'est pas le même coût en fonction que vous êtes dans la Creuse ou dans le Cher. Il n'y a pas un département qui a le même coût de la médecine du travail. Enfin, à un moment donné, ça devra évoluer aussi. Et nous avons des opérateurs extérieurs, et on peut les aimer ou pas les aimer. Je pense à des Alan, des opérateurs, on va dire, très agiles. Alors, moi, j'ai juste un problème avec ces opérateurs-là, c'est que ce sont quand même des gens qui sont aujourd'hui, un peu comme l'AMO, en déficit permanent. Donc, et souvent, ce sont des fonds qui ne sont pas des fonds français. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ils essayent de prendre la part parce qu'ils ont cette agilité-là où nous sommes plus agiles. Et la médecine du travail est une réforme nécessaire et devra être réformée. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie discrimination dans les entreprises, et notamment dans les TPE-PME, par rapport à l'accès à la médecine du travail. Voilà, sur ce point-là, il n'était pas forcément dedans, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue, parce qu'il en fait partie aussi. Les améliorations dans le cadre existant. Vos principales... Et d'ailleurs, est-ce que c'est des sujets où vous avez formulé des propositions dans la période récente sur comment... j'entends les objections sur les transferts, mais aujourd'hui, en structurel, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, je redis, messieurs les députés, d'abord, et sans esquiver le débat, et on ira bien sûr au fond, il faut se redire que la priorité, c'est la maîtrise des dépenses de santé. Le MEDEF a fait un rapport là-dessus avec 93 propositions, y compris sur les sujets AMO-MC. Si vous n'en avez pas pris connaissance, je vous invite à le faire et on pourra vous transmettre le document. Une fois qu'on a dit ça, il y a l'absolue nécessité de réguler les transferts AMO-MC, tels que je vous l'ai indiqué en préambule, de manière à ce que ce soit discuté, coordonné, dans le cadre d'une stratégie pluriannuelle, de manière à ce qu'on évite les abaissements de plafonds sauvages, les revisitations des tickets modérateurs qui sont dans la moiteur de l'été, face à un État malheureusement confronté à des déficits abyssaux et qui ne peut pas faire autrement. Ou en tout cas, considère ne peut pas faire autrement. On ne peut plus se permettre ça. Il faut des règles d'or qui encadrent ces transferts. Le deuxième, c'est d'aller au-delà des dispositifs existants de coordination avec des instances entre AMO, AMC et l'État qui permettent d'aborder ces sujets dans toutes leurs dimensions, comme les évoquait Thierry Grégoire, de manière transparente et coordonnée. Ça peut paraître anecdotique, mais on a aujourd'hui des instances qui ne fonctionnent pas bien et qui doivent être dotées de compétences et de capacités d'articulation qui sont bien meilleures. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'il faut revisiter un certain nombre de dispositifs. On n'a pas évoqué le contrat responsable jusqu'à présent. On est extrêmement critique, non pas à l'égard du principe du contrat responsable, mais la manière dont il a pu évoluer. On a eu une extension de son champ et des modalités de remboursement, et je reviendrai dans le détail, qui démontre que notre système n'a plus de sens. On fait porter par les complémentaires des obligations de couverture qui relèvent de l'AMO, en tout cas de la logique de ce qui a été créé en 1945, c'est-à-dire un système de sécurité sociale qui a vocation à couvrir les besoins essentiels. Donc il y a une confusion, au-delà du sujet des transferts, une confusion des responsabilités qui pose problème, et il faut absolument rediscuter du périmètre de contrat responsable, sûrement le restreindre. Sous le contrôle de mes collègues, je crois qu'a été intégré dans le contrat responsable la prise en charge des serviettes périodiques renouvelables, où ça va l'être. Est-ce que c'est vraiment, au jour d'aujourd'hui, une priorité ?
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des serviettes périodiques renouvelables? À titre personnel, je ne pourrais pas vous le dire, mais j'en doute. Et au-delà de l'anecdote, on pourrait vous donner d'autres exemples, et on citera dans notre réponse écrite. On a une déformation du contrat responsable qui doit absolument être revue, revisitée de manière impérative. On vous a évoqué aussi de manière très forte les transferts de données entre AMO et AMC. On a un projet de loi de lutte contre la fraude qui était adopté. Malheureusement, on a un recours devant le Conseil constitutionnel, un certain nombre d'élus reprenant les arguments de certains lobbies qui contestent devant le Conseil cet échange de données. On espère que dans sa sagesse, le Conseil déclarera constitutionnelles ces mesures. Dès qu'elles seront confirmées, messieurs les députés, il faut exiger de la part du ministère un reporting extrêmement serré de la mise en œuvre de ces mesures, s'assurer que l'AMO et l'AMC sont volontaires dans la mise en œuvre de ces échanges de données. C'est un enjeu absolument fondamental qui permet d'améliorer les parcours de soins, de lutter contre la fraude, de mieux contrôler les abus, de développer les dispositifs de prévention. Il faut absolument que ce sujet-là soit une de priorités de la mise en œuvre de l'AMO-AMC. On a enfin un vrai sujet de contrôle des dépassements d'honoraires et de pratiques tarifaires de certains professionnels. Il faut absolument mieux encadrer ces pratiques, procéder à des contrôles beaucoup plus renforcés dans le non-respect du 100% santé, de la part de certains praticiens, des fraudes ou des quasi-fraudes, en incitant les patients à avoir recours à des équipements qui sont supérieurs à leurs besoins. On a tout un champ de contrôle des pratiques médicales et paramédicales et tarifaires qui doivent absolument être une priorité. Et il faut, là encore, s'assurer que les opérateurs, AMO, AMC, mettent les moyens, respectent les délais, font du reporting pour que ce soit mis en œuvre. C'est une absolue priorité et vous aurez là-dessus, de la part du MEDEF, un soutien plein et entier à la mise en œuvre de ces mesures, y compris de la part d'opérateurs capitalistiques qui, autant que les autres, doivent respecter la législation et la réglementation en la matière. Il n'y a aucune ambiguïté. Je cherchais le mot de la fin, en fait. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Vous parliez de prospective. Moi, c'est ça que je vais retenir et je voudrais juste peut-être donner une piste ou deux. Attendez, parce que en effet, comme on approche de la fin, Monsieur Bondodo, j'ai oublié aussi un point, c'est votre regard sur un régime particulier qui est le régime local d'Alsace-Moselle. Voilà, si dans l'éclairage et puis dans le mot de la fin aussi, quelque chose que vous regardez comme bon, un atypisme pas reproductible ou comme une gestion, parce que là pour le coup on a une mutuelle obligatoire gérée par les assurés, intégrée à l'assurance maladie et qui est excédentaire. Donc c'est possible aussi. Et puis laisser Thierry répondre. Il y a deux aspects sur l'Alsace-Moselle. Un, on considère que si la décision qui a été prise par les partenaires sociaux de laisser ce système subsister et qui est excédentaire, on ne voit pas pourquoi il serait remis en cause sur le périmètre tel qu'il existe. On est contre son extension parce qu'on considère que la manière dont il est structuré, avec notamment le coût que ça peut représenter, n'est pas viable, en tout cas demande à être démontré. Et par ailleurs, on est là sur un système qui est à mettre en regard d'un écosystème économique, politique et culturel qui n'est sûrement pas celui de toute la France. Et donc, je ne vais pas là tresser des lauriers aux Alsaciens, mais il se trouve que dans ma carrière d'inspecteur général des affaires sociales, c'était un clin d'œil à Jérôme, à chaque fois que j'ai contrôlé des structures en métropole ou en outre-mer, c'est souvent quand même les Alsaciens qui sont les plus rigoureux. C'est pas uniquement
un topic qu'on peut leur attribuer. C'est-à-dire qu'il y a une gestion du bien public en Alsace, et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la fréquence des ATMP, par exemple. Sans reprendre la théorie des climats de Montesquieu, vous avez à l'égard de certaines pratiques une différence en fonction des régions. Et il se trouve qu'on considère que le microcosme économique, politique, dialogue social en Alsace n'est pas reproductible à l'ensemble de la France. Oui, sur l'Alsace-Lorraine, c'est le poids de l'histoire, donc je ne reviendrai pas, et je peux me mettre à dos les Alsaciens et les Lorrains, et je souscris à ce qu'a dit Nicolas sur le... Comment ? J'ai dit quoi ? Alsace-Lorraine ? Alsace-Moselle, pardon. On ne sait plus trop maintenant avec les régions Grand Est, Lorraine, Alsace. Bon, bref. Je souscris à ce qu'a dit Nicolas, donc je ne reviendrai pas dessus. Sur la partie, en conclusion, vous avez bien compris que notre position, elle est dans une logique de renforcement de la MO, l'AMC, mais je vais aller plus loin sur la prospective. Je pense que l'erreur qui a été commise, mais si c'est des décisions du Conseil constitutionnel, c'est la fin des désignations. Je vous citais juste un exemple concret, à la fin des désignations, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il y avait les désignations, globalement, les dispositifs fonctionnaient bien. Et les choses étaient bien organisées et je pense, moi en tout cas, qu'il faudra réintroduire une forme de désignation, notamment sur la partie prévoyance. Juste pour vous éclairer sur ce sujet-là, parce que c'est aussi une piste à un moment donné, comme il y a des programmes qui vont se constituer électoraux, il va y avoir des candidats, et c'est ça que vous devez avoir les uns et les autres en tête aussi, c'est que lorsqu'il y a eu la fin des désignations sur la partie santé, tous les opérateurs qui n'étaient pas désignés par un appel d'offres dans les branches professionnelles sont venus attaquer le marché, à raison pour le coup, c'est devenu un marché ouvert. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver, nous, dans des certains nombres de branches qui étaient respectueuses de l'argent des entreprises salariées en ayant des niveaux de fonds propres, on a vu des entreprises qui avaient des comptes dégradés et qui arrivaient chez nous, étaient partis pendant un an, parce que le prix, ils sont allés que pour le prix, et sont revenus, ils se sont aperçus qu'en fait, l'assureur leur avait assuré certains prix, mais n'assurait pas les dispositifs d'action sociale, de haut degré de solidarité, etc., etc. Et on s'est retrouvé à voir des entreprises revenir avec des comptes dégradés, venir essuyer leurs comptes sur nos réserves avec de leur bas de bilan dégradé. Je dis ça parce que il faudra qu'on repense aussi cette forme de désignation sur la partie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de prévoyance et de dépendance. Pour moi, c'est aussi lié. Il ne faudra pas s'exonérer de ça. Il faut vraiment qu'on parle de la dépendance et de la prévoyance demain, et qu'il faudra peut-être réintroduire une forme de désignation sur la partie prévoyance. Je sais que c'est pas partagé par tout le monde, mais c'est justement parce que c'est pas partagé qu'il faut qu'on le partage. Et je pense que là, il devrait y avoir une évolution. La santé et la prévoyance, c'est pas un poste c'est pas un traitement comme un fournisseur lambda comme on peut avoir dans nos entreprises. La santé et la prévoyance, et c'est comme ça qu'on le dit nous, c'est un investissement. Et cet investissement-là, c'est celui-ci aujourd'hui qu'on doit en tout cas pérenniser demain. Nicolas l'a très bien dit, et dans nos propos nous l'avons dit, lui et l'un, MEDEF, CPME, conjointement on partage à peu près la même chose, à 99%, il n'y a que la casquette qui change. C'est l'État devra de son côté, bien évidemment, prendre sa responsabilité, sa part, mais on devra mieux gouverner ensemble. Et ça c'est extrêmement important. Donc sur la partie demain, l'évolution des systèmes, c'est les enjeux de santé et de santé publique, les enjeux de prévention. Il ne faut pas nous couper les moyens, mais il ne faut pas non plus que vous pensiez à un moment donné les uns et les autres que c'est l'entreprise qui sera l'alpha et l'oméga du financement. Ça, c'est pas possible. Et donc, pour pouvoir avoir des moyens et des volants de pouvoir financer notre dépendance demain, notre prévention, notre santé globale, eh bien, il faudra à un moment donné qu'on fasse pas forcément des économies pour faire des économies, mais utiliser l'argent qui est dépensé, la lutte contre la fraude, etc., le faire abonder, le réfléchir de façon différente. Ça va être ça, les enjeux aujourd'hui. Les enjeux, ils ne sont pas de faire des économies. Les enjeux, ils sont d'utiliser l'argent de l'ensemble de l'écosystème de façon différente et qu'on arrête d'avoir des cannibales qui viennent taper dedans. Il y a plus aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, dans certaines rues de grandes villes, d'opticiens que de boulangers. Enfin, il faut arrêter à un moment donné. Je rappelle quand même, moi j'ai été élu dans ma commune, on avait la possibilité d'interdire d'avoir plus de banques par une délimitation de la zone commerciale. Faut arrêter. S'il y a autant d'opticiens, et j'ai rien contre les opticiens, il y a des gens qui sont très bien, très professionnels, c'est pas le sujet. C'est qu'il faut se poser aussi les bonnes questions. Et c'est pareil pour l'audition. Et donc, à un moment donné, c'est ça qu'il va falloir. Et ça, je peux vous dire, c'est des ressources, aujourd'hui, qui sont détournées de pillage de l'argent des entreprises et des salariés.
et qui va devoir revenir dans l'écosystème. Donc la lutte contre la faute, c'est un enjeu majeur. Après, collectivement, le dispositif tel qu'il est, j'en terminerai là, pour nous, il doit évoluer, il doit être mieux co-géré, co-décidé, co-financé et gouverné ensemble. La démocratie sociale, elle a tout son rôle à jouer, elle n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, elle ne doit pas être là uniquement pour venir pallier lorsqu'il y a des moments un peu compliqués. Je pense qu'on doit, acteurs, nous, responsables politiques, être conscients de ça. Voilà. Et ça, on a une année, pas pour vous convaincre, mais pour partager ensemble et faire en sorte que celles et ceux qui seront au pouvoir demain ne prennent pas des décisions qui seraient aujourd'hui mortifères pour nos entreprises, parce que l'argent des entreprises, le partage de la valeur, c'est quelque chose de précieux et tout le monde y prend sa part, tout le monde y prendra sa part, mais faisons les choses, ne réinventons pas quelque chose qui sera pire que le mal. Voilà. Et je l'ai dit au début de mon propos, on a le meilleur reste à charge au monde. Demain, vous créez la grande sécu, vous verrez votre niveau de reste à charge que vous aurez. Il explosera. Donc je pense que ce sera un appauvrissement de l'ensemble des Français lié à leur santé. En revanche, que les Français sachent qu'ils payent, qu'ils y contribuent un peu plus, ça me semble légitime aussi. Voilà. Quel que soit leur niveau de ressources d'ailleurs. On va vous lire attentivement et on va essayer de nourrir le débat, notamment dans la perspective des grands rendez-vous démocratiques de l'année prochaine. Déjà, on aura fait œuvre utile si, de manière générale, les questions de santé arrivent à franchir le mur du son et à être réellement dans le débat public. Et peut-être ces questions sur l'AMO et l'AMC parmi tant d'autres dans le champ de la santé. Mais déjà, si on arrive à parler de la santé, je pense qu'on s'en portera mieux collectivement. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.